Imaginez un peu. Un seul homme qui, par la seule force de sa pensée, va complètement chambouler 2 siècles de physique et redéfinir notre vision de l'univers tout entier. C'est l'histoire d'un face-à-face de géants, Albert Einstein contre Isaac Newton. Et au cœur du débat, la nature même de la gravité. Alors entrons dans le vif du sujet. D'un côté, on a Newton. Pour lui, la gravité, c'est simple, une force instantanée. Le Soleil disparaît, hop, la Terre sort de son orbite à la seconde même. Mais de l'autre côté, il y a Einstein et sa relativité restreinte de 1905. Et là, gros problème. Car Einstein a posé une règle d'or. Rien, absolument rien, ne peut aller plus vite que la lumière. Du coup, une force instantanée, ça ne colle plus du tout. Pour bien comprendre le truc, faisons une petite expérience de pensée. Imaginez, le Soleil s'évanouit. D'un coup, comme ça. Pff. D'après Newton, la Terre sentirait immédiatement qu'il n'est plus là. L'attraction disparaît et notre planète file tout droit dans le cosmos. Le souci, ça veut dire que l'information de la disparition du Soleil a voyagé plus vite que la lumière. Et ça, pour Einstein, c'est juste impossible. Sa loi fondamentale est violée. Il y avait clairement quelque chose qui clochait dans la vision de Newton. Et ce n'était pas juste un petit détail technique, hein. Non, non, c'était une faille énorme dans toute la physique de l'époque. Einstein voyait bien que la gravité de Newton, cette force un peu bizarre qui agit à l'infini et qu'on ne peut pas bloquer, eh bien, elle cassait carrément les règles du jeu qu'il venait tout juste d'établir. Et puis, en 1907, alors qu'il est tranquillement à son bureau à l'Office des brevets de Berne, il a ce qu'il appellera lui-même l'idée la plus heureuse de sa vie. Une simple pensée, en regardant par la fenêtre, mais une pensée qui va absolument tout changer. Alors, qu'est-ce qu'il imagine? Un truc tout bête, un ouvrier qui tombe du toit d'un immeuble juste à côté. Une scène presque banale, ouais, mais pour Einstein, c'est là, dans cette chute, que se cache la solution à toute l'énigme de la gravité. Et voilà le cœur de son idée. Pendant qu'il tombe, cet ouvrier, il ne sent plus son propre poids. Rien. Pour lui, la gravité a disparu. Il est en apesanteur. S'il lâche un marteau, le marteau va flotter juste à côté de lui comme dans l'espace. La chute libre, ça annule complètement la sensation de gravité. De cette petite expérience de pensée, il va tirer un principe d'une puissance folle, le principe d'équivalence. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, c'est simple, les effets de la gravité sont impossibles à distinguer des effets de l'accélération. En gros, si on est dans une fusée qui accélère, loin de tout, on se sentira plaqué au sol, exactement comme sur Terre. On ne peut pas faire la différence. Gravité et accélération, ce sont les 2 faces d'une même pièce. Alors là, attention, c'est ici que le bond conceptuel devient révolutionnaire. Si la gravité et l'accélération sont la même chose, alors peut-être que la gravité n'est pas du tout une force. Einstein réalise qu'il peut la décrire autrement. Comment? Par la géométrie. La gravité, ce serait en fait la géométrie même de l'espace-temps. C'est un changement de perspective, mais radical. Oubliez l'idée d'une force mystérieuse qui tire les objets. Non, la gravité, c'est une propriété de l'univers lui-même. C'est le tissu de l'espace-temps qui est déformé, qui est courbé par tout ce qui a de la masse ou de l'énergie. Ça se résume en 2 phrases géniales. La première, la voici. La matière dit à l'espace-temps comment se courber. Pour visualiser, imaginez un grand drap bien tendu. Si on pose une grosse boule de bowling au milieu, qu'est-ce qui se passe? Le drap se creuse. Eh bien, le Soleil, la Terre, les étoiles, ils font exactement ça au tissu de l'univers. Ils le courbent juste par leur présence. Et la deuxième partie, c'est l'espace-temps dit à la matière comment se déplacer. Reprenons notre drap. Si on lance une petite bille à côté de la boule de bowling, la bille ne va pas être attirée par la boule, non. Elle va juste suivre la pente, la courbe que la grosse boule a créée dans le drap. Et c'est pareil pour les planètes. La Terre n'est pas tirée par le Soleil, elle suit simplement la trajectoire la plus droite possible, dans un espace-temps qui lui est courbé par le Soleil. Pour le dire encore plus simplement, la Terre, elle, a l'impression d'aller tout droit. Elle suit son chemin, tranquille. Sauf que ce chemin, tout droit, se trouve dans un espace qui lui-même est courbé par la masse gigantesque du Soleil. La notion de force a complètement disparu. Tout n'est que géométrie. Bon, une théorie aussi folle, aussi belle, c'est génial. Mais en physique, il faut des preuves. Et par chance, le test parfait existait déjà. C'était un tout petit mystère, une anomalie dans l'orbite de Mercure, que la physique de Newton n'arrivait absolument pas à expliquer. Le problème, c'était ça. L'orbite de Mercure n'est pas une ellipse qui reste sagement à sa place. Non, elle pivote tout doucement sur elle-même avec le temps. C'est ce qu'on appelle la précession du périhélie. Les calculs de Newton, en prenant en compte l'influence de toutes les autres planètes, arrivaient à expliquer presque tout ce mouvement. Mais il manquait un tout petit quelque chose. Et ce tout petit quelque chose, c'était juste ça, 1/1000 de degré par siècle. C'est rien du tout, c'est minuscule. Mais pour un physicien, une erreur comme ça, c'est énorme. C'est le signe que quelque chose ne va pas.
Einstein, lui, a tout de suite compris. S'il arrivait à expliquer ce chiffre avec sa nouvelle théorie, c'était gagné. Sauf que ça n'a pas été facile. Loin de là. Ça lui a pris 2 ans de galère. 2 ans de calculs acharnés avec son ami Michel Hébessot, à se tromper, à recommencer. Les maths derrière sa théorie étaient incroyablement compliquées. Tellement compliquées qu'Einstein, au début, avait même refusé d'utiliser le bon outil mathématique, les tenseurs, que son copain Marcel Grossman lui avait montré. Pourquoi ? Parce qu'il trouvait ça moche, pas élégant. Incroyable, non ? Et puis, fin 1915, il a mis sa fierté de côté. Il a repris ses fameux tenseurs moches, il a tout recalculé, et là, miracle, le résultat était parfait, pile poil. Sa théorie expliquait l'anomalie de Mercure au chiffre près. La géométrie de l'espace-temps venait de résoudre un mystère vieux de plusieurs décennies. Mais la vraie confirmation, celle qui l'a rendu célèbre dans le monde entier, elle est arrivée en 1919. Einstein avait fait une autre prédiction folle. La masse du Soleil devait être capable de courber la lumière des étoiles qui passent à proximité. Pendant une éclipse solaire, l'astronome britannique Arthur Eddington a fait la mesure et ça marchait. C'était exactement ce qu'Einstein avait prédit. Imaginez le symbole, juste après la Première Guerre mondiale, un Anglais qui prouve que l'Allemand avait raison. Du jour au lendemain, Einstein est devenu une rockstar. La relativité générale, ce n'était pas juste une petite correction de la théorie de Newton. Non, c'était une refonte complète de notre vision de l'univers. Ça a ouvert la porte à des idées complètement dingues et pourtant bien réelles. Dans ces équations, il y avait des trucs incroyables. La prédiction que des galaxies entières pouvaient agir comme des loupes géantes, les lentilles gravitationnelles. L'existence possible de zones où la gravité est tellement forte que rien ne s'en échappe, même pas la lumière, les fameux trous noirs. Et puis, cette idée folle que le temps lui-même ne s'écoule pas à la même vitesse partout. Plus la gravité est forte, plus le temps ralentit. Et attention, ce n'est pas juste de la science-fiction. Ça a un impact très concret sur notre quotidien. Prenez le GPS dans un téléphone. Les satellites qui tournent au-dessus de nos têtes sont dans un champ de gravité plus faible que nous. Donc, leurs horloges vont un peu plus vite. Si on ne corrigeait pas ce décalage en permanence grâce aux équations d'Einstein, notre GPS se planterait de plusieurs kilomètres chaque jour. Il serait totalement inutilisable. Pourtant, même le grand Einstein a eu ses doutes. Ses propres équations lui criaient quelque chose qu'il ne voulait pas entendre, que l'univers ne pouvait pas être immobile, statique. Il devait soit s'effondrer sur lui-même, soit être en expansion. Et cette idée, ça le dérangeait profondément. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a un peu triché. Il a ajouté un petit quelque chose à ses équations, la constante cosmologique, juste pour forcer l'univers à rester sage et immobile. Sauf que, quelques années plus tard, en 1929, un astronome du nom d'Edwin Hubble a regardé dans son télescope et a prouvé que, si, l'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres. Face à la preuve, Einstein a dû admettre son erreur et il a dit que cette constante, c'était la plus grande bêtise de sa vie. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. C'est ça qui est génial. Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques, pour expliquer pourquoi l'expansion de l'univers s'accélère, ont dû réintroduire une idée qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la constante d'Einstein. On appelle ça l'énergie sombre. Alors sa plus grande bêtise, n'était-elle pas en fait une intuition géniale, mais arrivée beaucoup trop tôt ? C'est une question incroyable qui reste, encore aujourd'hui grande ouverte.